On va continuer là aussi de parler de montée en gamme après la construction des prix avec Magali Sartre, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir, qui est directrice développement durable du groupe Belle, femme développement durable de l'année 2017 et qui est ici pour parler de la montée en gamme, accompagnée d'Étienne Gagneron, là aussi agriculteur bien connu du Cher. On a déjà évoqué, notamment dans la table ronde précédente, cette nécessaire attente de montée en gamme du consommateur. Magali Sartre, vous l'avez même mesuré. Je crois que vous avez un certain nombre d'études qui reprécisent un petit peu ces exigences, notamment liées au développement durable et au respect de l'environnement et du bien-être animal. Tout à fait. Peut-être, comme je suis beaucoup moins connue que Serge Papin et peut-être mon groupe aussi, je vais juste vous parler des marques que je représente aujourd'hui. Il y a la vache Kiri, Mini Babybel, Boursin, l'Erdammer. Voilà, donc c'est des marques sur lesquelles on a fait tout un travail depuis 2 ans maintenant pour vraiment créer cette montée en gamme. Et tout ça s'est inscrit dans un programme de RSE au niveau du groupe. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est repenser complètement l'impact que nous pouvons avoir sur notre chaîne de valeur et repenser aussi les modèles économiques qui vont avec. Donc quand on parle de chaîne de valeur, désormais pour Belle, on parle évidemment des agriculteurs, des éleveurs qui sont au début de cette chaîne de valeur, de nous en tant que transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Et on s'est demandé comment on pouvait complètement revoir notre impact sur cette chaîne de valeur en cherchant à créer un impact positif. Et pour réfléchir à tout ça, il a fallu déjà vraiment mieux comprendre les attentes des consommateurs. Et comme vous le savez, parce que je pense que c'est aussi compliqué pour vous, c'est parfois un peu complexe d'aborder ce sujet-là et de comprendre ce que les consommateurs attendent. Il y a 2 ans, on travaillait beaucoup sur des études déclaratives, c'est-à-dire qu'on avait des panels de consommateurs qui disaient ce qu'ils attendaient. Et puis maintenant, comme vous le disiez, on commence à avoir des éléments de preuve, notamment sur des offres qu'on a lancées au sein du groupe Belle, ailleurs qu'en France. Donc les attentes de nos consommateurs nous démontrent qu'au niveau mondial, il y a un changement de paradigme majeur. C'est-à-dire qu'autrefois, les consommateurs, il y a encore récemment, cherchaient des produits parfois ludiques, colorés, originaux, toujours nouveaux, avec des packagings toujours plus attractifs. Aujourd'hui, on se rend compte partout dans le monde qu'il y a une recherche de sens. Et ça, c'est certainement lié à des attentes générationnelles. C'est aussi lié à de nombreux scandales qu'ont vécu les consommateurs. Et ce qui me semble important de rappeler aussi dans ces travaux qu'on a menés, c'est que les consommateurs sont des citoyens. On a tendance beaucoup à segmenter consommateurs, ce qu'en marketing on appelle aussi le shopper, et le citoyen. Et je crois qu'il est vraiment important dans nos réflexions de repartir du citoyen et de se demander ce que ces citoyens qui votent par leur acte d'achat veulent nous dire. Et comme je vous le disais, si au départ on n'avait pas trop de certitude puisqu'on était sur des déclarations, aujourd'hui on voit qu'ils ont la préférence pour certains types de produits. Alors ce qu'ils recherchent, et je peux parler particulièrement du secteur laitier et peut-être revenir aussi un petit peu sur les sujets de prix du lait et de rémunération des éleveurs, ce qu'ils cherchent, en tout cas dans notre secteur, c'est des éléments de réassurance sur le pâturage, sur la naturalité, sur le bien-être animal, sur le sans OGM, sur le bio, sur des sujets parfois plus lointains comme le soja. Ils commencent à être conscients que les vaches mangent du soja qui vient du Brésil et que ça contribue à déforester notre planète. Et puis une notion parfois un peu plus floue sur les filières courtes. Mais surtout, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on retrouve ces sujets-là un peu partout, à différents niveaux, mais en tout cas, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que je trouve aujourd'hui les mêmes en Chine, aux États-Unis, en France, etc. Donc c'est vraiment intéressant, je pense, pour nous, en tant que filière agricole française, de nous demander comment on va contribuer à cette réassurance, tout autant que comment on va contribuer à nourrir 9 à 10 milliards d'individus sur cette planète, puisqu'on sait qu'on va arriver à ces chiffres-là, en proposant quelque chose de spécifique, en proposant quelque chose qui soit vraiment identifié comme français.
Derrière tout ça, ce qui me semble très important aussi, c'est qu'on voit émerger, et ça a été abordé précédemment, la question de la rémunération des éleveurs. Et je me rappelle avoir eu ces débats avec beaucoup de gens de notre filière il y a encore 2 ans ou même 1 an, où on me disait ce n'est pas un sujet qui intéresse les consommateurs. Et je crois que ça a beaucoup changé, on vient de l'évoquer, c'est en train de changer, et que des petites marques aujourd'hui qui proposent des éléments vraiment concrets et tangibles sur la rémunération des éleveurs arrivent à avoir la préférence des consommateurs. Donc les consommateurs citoyens sont probablement un peu moins bêtes que ce que certains pensaient et démontrent en fait qu'ils ont envie de choisir des produits responsables. On va peut-être en parler ça tout à l'heure. J'aimerais juste avoir l'avis d'Étienne Gagneron sur effectivement cette montée en gamme. C'est sûr qu'on l'a vu là aussi apparaître à la fois évidemment dans la loi sur les états généraux de l'alimentation, mais concrètement aussi par les questions directes que vous avez, vous, des consommateurs. Alors, Magali a parlé effectivement de la naturalité, du besoin de savoir si on a un produit OGM, pas OGM, si la bête est élevée avec ou sans antibiotiques. Tout ça, ce sont vraiment des thématiques, là aussi, que vous avez pris en compte. Et quels sont justement les enjeux que vous voulez développer par rapport à ça? Alors, je pense que Magali Sartre a une vision très, très positive. Nous, on est vraiment complètement dans la compréhension de ces nouvelles attentes sociétales, mais elles arrivent quand même tardivement. Et pour arriver à ce retournement de comportement des citoyens consommateurs évoqué précédemment, il faut quand même passer par une période de crise abominable qui a amené des producteurs, entrepreneurs, avec des chiffres d'affaires conséquents, se dégager 500 € par mois pour faire vivre leur famille. On peut considérer que là-dessus, c'est difficilement acceptable dans une société développée comme la nôtre. Donc je tenais quand même à le rappeler. On part de très très loin. Et moi, je partage quand même ce qu'a dit Serge Papin, c'est-à-dire qu'on est sur des options positives depuis pas si longtemps que ça. On est au tout début de la reconstruction d'un système de distribution des produits alimentaires qui, pendant 40 ans, a été construit dans l'autre sens. Ça a été dit dans la première table ronde. Il faut le redire. C'est-à-dire que, à la fois, on a quand même, nous, une certaine difficulté à comprendre toujours ce que demandent les citoyens consommateurs. Ils ont quand même encore des demandes contradictoires. Enfin, je rappelle quand même que le panier de consommation, il se rapproche plus des 10% qu'il augmente vers les 20% d'il y a 20 ans. Donc la partie alimentaire reste quand même quelque chose de minoritaire dans le budget global des ménages. On voit que c'est en train de bouger, mais ça bouge très très faiblement. Et ça veut dire qu'il y a énormément de travail à faire en termes de structuration des filières, en termes d'identification des éléments qui vont rassurer dans la durée les consommateurs et nous permettre de reconstruire ce nouveau schéma de valeur ajoutée et de retour de valeur ajoutée vers les producteurs. Mais ça va demander énormément de travail. Aujourd'hui, on a une autre difficulté qui est souvent un peu oubliée, c'est que la France, historiquement, est un pays où, en termes de développement de signes de qualité et d'approches très diverses, était pratiquement le meilleur élève du monde. Mais sauf que tout le monde s'est habitué à avoir cette diversité d'offres et en oubliant quelque part le revenu et la place du producteur là-dedans. Et c'est aujourd'hui plus facile de développer cette montée en gamme dans certains pays où il n'y avait pas d'offre de gamme. C'est-à-dire que quand vous aviez, par exemple, en Allemagne, du standard et du bio, c'était très facilement identifié. Nous, on a toute une gamme intermédiaire qui est l'expression de la richesse de nos territoires, qui est de notre histoire culturelle, hein, les AOC 1936. Mais qui prouve que la montée en gamme, elle est rémunératrice. Ce qui prouve déjà qu'on a oublié quelque part de reconnaître tous les progrès et toute cette richesse portée par les agriculteurs pendant très longtemps. Ça, c'est terrible de dire à des paysans, en fait... tout ça compte pour rien, puisqu'en fait, c'est ce qu'on disait il y a encore pas longtemps, dans la mesure où le prix des produits alimentaires continue à baisser. C'est quand même terrible pour des producteurs. Donc là, aujourd'hui, OK, on est reparti sur une démarche positive. Je pense que les États généraux de l'alimentation ont été un moment particulier, intéressant. On a réussi à discuter avec pratiquement tous les acteurs autour de la table. Il y avait beaucoup d'acteurs de la société civile, notamment des ONG, qui ne voulaient parler que mode de production, comme seule entrée.
Alors qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres sujets, l'aspect nutritionnel, qualitatif, produits transformés ou pas trop transformés. Et on a réussi à mettre tous les sujets sur la table. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour nous, ça doit être fondateur de cette reconstruction d'un nouveau système de distribution des produits alimentaires. Alors là-dedans, la montée en gamme, nous, bien sûr, c'est évident. Encore faut-il que la valeur ajoutée, elle soit construite différemment que ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que la montée en gamme, en laissant toujours les producteurs les derniers servis, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut en même temps, alors je sais qu'il y en a d'autres qui le disent régulièrement, en même temps, mais c'est vrai que c'est aussi la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut en même temps inverser la construction du prix, c'est-à-dire pouvoir avoir des indicateurs de coûts de production, avoir un certain nombre d'éléments qui permettent au producteur de vivre de son métier et accompagner cette montée en gamme. Mais tout ça, il faut le faire dans le même pas de temps, et c'est ça qui va être difficile parce qu'on part, je le rappelle, quand même de très très loin. Il y a un seul signe de qualité, je dirais, qui aujourd'hui a fait matcher en fait la demande des consommateurs et l'offre des producteurs, c'est l'agriculture biologique. Bio. Ouais. Pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a un encadrement réglementaire, parce que les consommateurs étaient donc prêts à payer plus cher. Et là, c'est significatif, ça marche, ça progresse. Sur l'ensemble d'autres produits, parce qu'il n'y a pas que le bio, il y a encore énormément de travail à faire. Mais c'est là où l'exemple du groupe Bell est important, parce que, comme vous le disiez, la notion économique, elle est primordiale, elle est fondamentale. Et c'est vrai que vous avez là aussi, on va le dire, passé des contrats pluriannuels avec des prix garantis pour pouvoir faire en sorte que, et à la fois, le producteur puisse vivre dignement du travail qu'il a fait en plus, notamment sur sa montée en gamme, notamment sur le respect de l'environnement, et qu'à la fois, le consommateur soit au courant de cette montée en gamme. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis heureuse si j'ai l'air positive, parce qu'en fait, je suis quand même très inquiète et que c'est des sujets qui me concernent beaucoup. Donc j'ai choisi résolument d'être positive, mais j'ai besoin aussi de parler des fameuses négociations commerciales dans le cadre de ce qu'on a mis en place chez Bell, et vous comprendrez mieux aussi une forme d'inquiétude chez moi. Donc, ce qu'on a décidé de faire au niveau du groupe Bell, c'est de prendre un engagement au niveau mondial sur la transformation de nos amont laitiers, donc de tous les territoires dans lesquels nous collectons du lait frais. Et cette charte mondiale couvre donc à peu près tous les sujets dont je vous ai parlé. Et ce que l'on souhaite faire, c'est bassin par bassin, de voir avec nos producteurs ensemble comment on peut transformer notre production pour créer de la valeur pour eux et créer de la valeur pour nos consommateurs. Et nous avons commencé à avoir des beaux succès. Alors, je voudrais parler notamment de la première marque que l'on a transformée, qui s'appelle Terra Nostra, qui est une marque de lait qui est faite aux Açores, où, avec les producteurs, on a décidé de complètement revoir les modes de production pour d'abord s'assurer qu'ils en vivraient bien, et ensuite apporter toutes sortes d'éléments de réassurance en changeant nos manières de produire. Donc on a des vaches qui sont 365 jours par an au pâturage, on a des éleveurs qui ont des revenus garantis, etc. Et ça nous a permis d'apporter tous ces éléments de réassurance que les consommateurs attendaient, sans être sur du bio, sans être sur une démarche labellisée, mais avec toute une histoire, notamment un lait qui est plus riche en oméga 3, etc., qui est pour le coup extrêmement robuste, où il n'y a pas de greenwashing. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'au moment où on lançait cette démarche, on avait fait ce pari un peu fou, les distributeurs ont joué le jeu avec l'acceptation de hausses immédiates sur les prix, et que les consommateurs ont vraiment plébiscité cette marque. Donc il y a quand même de l'espoir. Maintenant, je voudrais revenir sur le sujet de la France, puisque c'est sûrement celui qui vous intéresse le plus. On a décidé l'année dernière, avec les producteurs de notre organisation, qui est située dans le bassin de Sablé, de partir sur un contrat ensemble, sur une charte de production nouvelle, avec l'engagement de la part de Bell de donner un prix annuel garanti et des sortes de premiums sur des engagements nouveaux que prenaient nos éleveurs, notamment sur le pâturage et sur le sans OGM. Et donc, cette démarche a été publiquement relayée par notre organisation de producteurs, puisque c'est même eux qui nous ont proposé la charte. Et donc, quand on a commencé les négociations avec les distributeurs en France, je ne vous cache pas qu'ils sont tous partis à la baisse. Donc, c'est un peu gênant, puisque des chartes ont été signées pendant les EGA, il y a des discours qui sont tenus,
Et quand il y a une entreprise qui s'engage et des marques qui s'engagent, si ce ne sont pas des marques de distributeurs, cela n'est pas pris en compte. Et pour moi, ce qui est très important dans ce qu'on est en train de discuter et ce que l'on souhaite faire pour cette filière française, c'est vraiment qu'il y ait une responsabilité collective, hein, qui soit au-delà des postures, au-delà des discours. Parce que si chacun essaie un petit peu de récupérer le sujet pour soi, je crois qu'on n'avancera pas. Il faut vraiment qu'on apprenne à chasser en meute, en quelque sorte, à travailler tous ensemble pour valoriser notre filière aussi bien auprès des consommateurs français qu'à l'étranger. On est tous convaincus d'avoir des modes de production en France qui sont vraiment uniques, qui sont variés, comme vous le disiez, avec voilà, une variété qui est infinie, qu'on soit en montagne, en plaine, etc. Valorisons ça, valorisons ce modèle aussi d'entreprise familiale que nous avons en France. Enfin, essayons de trouver des manières, un peu comme savent le faire d'autres pays qui pourtant ont beaucoup moins d'atouts, plutôt que de rester sur des postures. Et dernier point, c'est un sujet un peu passionnant, mais dernier point, ce qui me semble important aussi, c'est que de partager avec vous, c'est qu'en France, on a la plus grosse choucroute réglementaire pour régenter les négociations commerciales. Et pourtant, de mon expérience, c'est le pays où ça se passe toujours le plus mal, où c'est toujours le plus compliqué. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de dire on attend qu'il y ait encore plus de lois pour bien payer les éleveurs, pour bien payer les agriculteurs. Je crois qu'il faut le faire dès à présent, avec les marques qui s'engagent, avec les entreprises qui s'engagent. N'attendons pas toujours à demain, n'attendons pas toujours de nouvelles réglementations. Étienne Gagneron, sur cette proposition de Magali Sartre. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant. Les derniers propos de Magali nous renvoient à ce qu'on voit un petit peu au quotidien, c'est-à-dire cette espèce d'agriculture bashing franco-française aussi, hein, qui fait très très mal aux producteurs, et ça on le constate depuis plusieurs années, alors qu'on a une alimentation qui a une très très forte attractivité à l'extérieur. Je participais il y a quelques jours à la PCA, au dîner avec les attachés agricoles des ambassades. Quand vous voyez la volonté que des pays comme le Vietnam, la Chine, le Japon, ils désirent des produits français. C'est incroyable, et cette volonté, avec certains produits qui doublent d'une année à l'autre en termes de volume, et puis que vous revenez un peu dans le paysage franco-français, où vous avez à la fois, ce qui vient d'être évoqué précédemment, une choucroute réglementaire hallucinante. On sort des états généraux, qu'est-ce qui se passe? La négociation commerciale, elle se passe aussi mal qu'avant. Oui. Voire pire. On ne va pas dire pire parce qu'on ne sait pas, mais aussi mal qu'avant. Donc on a quand même l'impression d'être un peu schizophrène. Et alors il faut être très positif parce que on est au début de la reconstruction de tout ce modèle-là. Et moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a énormément d'initiatives partout sur les territoires qui vont rapprocher les consommateurs citoyens des producteurs. Ça c'est évident. Après il faut aussi accepter que ça va être difficile et long et que derrière ça traduit quand même le fossé qui a été construit, creusé entre la société française et son agriculture, entre une société urbaine à pratiquement 80% et son agriculture. On a creusé, et l'ignorance qu'il y a. Hein. Et l'ignorance totale, donc on a creusé pendant 40 ans. Il va falloir, je ne sais pas si... On n'a pas 40 ans pour reconstruire dans l'autre sens, hein, ça je le redis, mais il faudra être très très bon. On n'a sûrement pas été suffisamment bon en termes de communication. On a trop laissé la distribution entre nous et les consommateurs, mais pour des raisons qui sont aussi liées à la construction de cette société urbaine et la façon dont les gens voulaient consommer rapidement dans des hyper. Et tout ça est en train de bouger. Il y a une offre alimentaire qui explose. Il y a de plus en plus de circuits plus courts. Les marchés de pays que tout le monde disait condamnés il y a quelques années, aujourd'hui repartent très fortement. Dans certains territoires, c'est vraiment un enjeu d'animation. Les collectivités locales viennent nous voir toutes les semaines pour qu'on les aide à organiser des marchés de producteurs. Donc il y a plein d'initiatives très très positives. Après, il y a aussi quand même des attentes des consommateurs citoyens qui restent complètement folles. Enfin, moi, j'ai participé à un débat la semaine dernière où il y avait, donc c'était la semaine sans pesticides, donc on a vu plein de choses se faire, et une AMAP qui se félicitait de se monter pour faire vivre un producteur, 50 paniers semaine. Moi, je ne peux pas comprendre que des soi-disant citoyens imaginent
que ça va faire vivre un producteur sur la durée. 50 paniers de légumes semaine en hiver, avec une offre de légumes pas très variée, ça veut dire qu'une AMAP, avec une considération citoyenne très forte derrière, est prêt à mettre un producteur dans la misère. Et ça, on en voit des exemples comme ça tous les jours. Donc il y a vraiment... Et ce n'est pas le système de la MAP en lui-même qui est remis en cause, c'est cette espèce de vision à la fois de la toute petite agriculture qui est géniale, le small is beautiful, et puis l'incompréhension totale de l'activité d'une entreprise, de sa capacité d'autofinancement, d'investir, d'embaucher, parce que le mec à 50 paniers semaine, il faut qu'il soit sur son maraîchage à ramasser les légumes, à les cultiver, à les distribuer. Évidemment, il va travailler 2 heures par jour, il va gagner 400 € par mois, mais c'est de l'esclavage. Et moi, je supporte plus cette espèce de double message. Je pense qu'il faut vraiment qu'on reprenne les choses en main, en professionnalisant ces publics et en accompagnant un retour à cette reconnaissance mutuelle entre les citoyens et leurs agriculteurs. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Magali Sartre qui disait finalement il faut jouer collectif? Et je crois justement qu'à la FNSEA, vous avez créé un comité qui permet de prendre et de mettre un peu tous les acteurs autour de la table. Oui, c'est vraiment notre enjeu. C'est-à-dire que souvent, on a critiqué la FNSEA comme étant trop... comment on dit déjà? Non, j'ai oublié la terminologie désastreuse. Qu'on était trop producteur. Bah, évidemment qu'on est producteur. On est producteur avant tout, parce que si on ne commence pas par produire, et ben après, on n'a rien à vendre. Donc, on est producteur, mais on est très à l'écoute des attentes sociétales. Et c'est vrai que la FNSEA et sa présidente, mais Xavier Belin auparavant, avait vraiment souhaité mettre en place un comité. Donc, on l'a appelé comité des parties prenantes. C'est pas super joli comme terminologie, mais on trouvera peut-être mieux à terme. Mais en tout cas, où on s'entoure de grands témoins, donc je crois que Magali en fait partie, de gens de la société civile, d'entreprises. Donc c'est en fait un espèce de laboratoire social, sociétal, et où très librement on demande à des grands témoins de donner un peu leur vision sur l'évolution de l'agriculture, sur la place de notre réseau dans cette évolution. Et ça nous amène beaucoup, et ça va nous amener beaucoup, parce que ça a démarré il n'y a pas très longtemps, mais c'est très important d'avoir ce retour et d'être accompagné par des gens qui sont extérieurs à notre vision, nous, de producteurs. Magali Sartre, sans oublier de vous rappeler que vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle le numéro SMS 06 44 63 07 14. Magali Sartre, sur cette montée en gamme, vous disiez qu'il était nécessaire finalement de changer l'ordre de décision. Mais est-ce que concrètement ça marche dans le groupe Bell aujourd'hui et en France? Alors en France, on commence à peine. C'est pas le pays qu'on avait décidé de changer en premier. Ça commence à peine, comme je l'ai partagé au niveau des négociations commerciales, ça a été assez compliqué. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie réceptivité des consommateurs, donc ça nous rend plutôt confiants. Maintenant, voilà, c'est une responsabilité collective, comme je le disais. Ce qui me donne espoir aussi dans l'exemple du Portugal que j'évoquais avec vous, c'est que le pouvoir d'achat au Portugal est beaucoup plus bas qu'en France et que ça n'a pas du tout empêché les consommateurs de payer quelques centimes de plus pour avoir des produits où on leur garantissait que les éleveurs étaient bien payés, on garantissait tout un tas de choses aussi nouvelles sur le pâturage, sur le bien-être animal, etc. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que même là où le pouvoir d'achat est bas, s'il y a des garanties sur des choses qui sont vraiment importantes pour les consommateurs, ils sont prêts à jouer le jeu. Et ça, c'est quand même quelque chose qui donne réellement espoir. Alors, il y a une question qui apparaît, parce qu'effectivement, derrière, il faut que le consommateur sache. Évidemment, donc, automatiquement, il y a un label, ou il y a quelque chose qui apparaît sur le produit pour pouvoir valoriser ces modes de production et de rémunération aux producteurs. Il y a d'autres exemples, c'est qui le patron dans le lait. Enfin, on voit bien ça. Mais finalement, comment, dans la forêt de l'étiquetage, comment le consommateur il s'y retrouve pour pouvoir accepter de payer un peu plus cher? Alors, c'est une excellente question. C'est une question qui me travaille beaucoup moi-même, puisque ce que j'aimerais arriver à instaurer, c'est non pas de la transparence, parce que c'est un mot qui a été tellement mal utilisé que je n'ose même plus l'évoquer. C'est plutôt ce que j'appelle un dialogue de sincérité avec les consommateurs. Comme je le disais, on sera 10 milliards d'individus probablement sur Terre. On ne va pas nourrir tout le monde avec du bio. Enfin, en tout cas, des connaissances actuelles, ça semble assez impossible.
En tout cas, il y a certainement quelque chose à faire entre nourrir tout le monde avec du bio ou nourrir avec des produits qu'on évoquait qui ont perdu en qualité. Et on n'arrivera pas à expliquer ces produits-là qui sont entre le bio et la piètre qualité par des nouveaux labels. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un dialogue nouveau qu'on doit créer avec les consommateurs, qui nous engage tous et qui ne passe pas forcément par des labels. Donc je pense qu'il faudra encore des labels, on ne va pas faire disparaître les labels, surtout ceux dans lesquels les gens ont confiance, mais il y a certainement une autre manière maintenant de rassurer les consommateurs, et ça va passer pour nous tous les maillons de la chaîne, par ouvrir les portes, expliquer plus, ne pas considérer que les questions des consommateurs sont absurdes. Je crois que plus on va s'ouvrir, expliquer et ne pas laisser d'autres le faire à notre place, mieux ce sera. Aujourd'hui, on s'énerve beaucoup sur les ONG, les associations de consommateurs, etc., les journalistes parfois, qui parlent à la place des agriculteurs. Et je crois que si tous ces gens-là le font, c'est parce que nous, en amont de la chaîne, on ne le fait pas assez. Il y a un espace à prendre qu'on a laissé un peu vacant en se disant je suis agriculteur, je suis éleveur, évidemment que je fais bien les choses. C'est un métier que j'ai choisi. Et je crois qu'il faut absolument qu'on repréempte cet espace-là. Nous, en tant que distributeurs, en tant que transformateurs, il faut qu'on explique mieux comment on fait les choses avec les agriculteurs. Et je pense qu'il faut que les agriculteurs reprennent la parole sur ces sujets plutôt que de la laisser à d'autres. Donc je ne vois pas le futur comme plus de labels, encore plus d'étiquetage, de choses comme ça. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on doit recréer plus directement avec les consommateurs et qui vont les rassurer. Voilà. Étienne Gagneron sur l'étiquetage, notamment sur les produits transformés, parce que sur les produits de brut, c'est quand même assez clair, mais sur les produits transformés... Olivier, je voulais plutôt aller sur les réponses à donner aux questions, non? Alors, je ne suis pas compétent sur toutes les questions. Bon, je croyais qu'il y avait un filtrage sur les questions. Là, j'en ai vu une passer qui n'a pas dû être filtrée. Il faudrait être un peu plus vigilant. Ah mais non, mais on est en interaction complète avec la salle, c'est bien ça. Je vois ça. Là, pour le coup, je vois ça. Là, pour le coup, non. Non, il y a une question qui était intéressante. C'est en fait, avec toutes les différenciations qu'il peut y avoir, notamment sur le lait, avec lait sans OGM, la segmentation ne va pas finir par mettre en l'air le bio. Et moi, je dis, j'ai pas peur. Hein. Au contraire, tant mieux. Autant il y aura de démarches, mais intelligentes, construites en filière, sur des contrats sur plusieurs années, garantissant un prix aux producteurs, même si au final il y a moins de bio, mais qu'il y a d'autres signes qui sont très intéressants, moi ça ne me gêne pas. J'ai pas de problème par rapport à ça. Ce qui m'intéresse, c'est une fois de plus, c'est de matcher entre la demande du consommateur et le revenu du producteur. Si ça marche, quelle que soit la solution, il faut la prendre, il faut l'utiliser et il faut travailler avec. Bon, après, une fois de plus, je trouve que Magali est très positive, notamment par rapport aux médias ou aux associations ou aux ONG. Nous, on est que syndicalistes agriculteurs et on est régulièrement confrontés à des gens qui, quand même, globalement, nous veulent du mal parce que c'est leur fonds de commerce. Et à un moment donné, ça devient extrêmement difficile à vivre. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de bien-être animal, mais quand on est éleveur, qu'on essaye de faire bien son métier, peut-être qu'on ne l'a pas assez bien communiqué, mais je pense qu'on l'a fait. Il y a plein d'initiatives partout sur les territoires, dans toutes les filières. Et qu'on vous dit vous êtes un criminel, voilà, il y a quand même un moment donné, nous on ne peut pas accepter ce message-là quand on vous dit en fait il faut supprimer l'élevage tout simplement sans se poser aucune question sur l'équilibre territorial ou l'équilibre environnemental. Il y a des acteurs dans ce grand jeu, dans ce grand cirque médiatique qui ont quand même une place tellement radicale qu'elle n'est pas supportable pour nous. Donc il y a quand même des gens qui ont surfé sur cette agriculture bashing, et même dans la propre filière auquel j'appartiens, la filière bio, je peux vous dire qu'il y a des gens qui, depuis toujours, font de la communication négative sur l'ensemble de l'agriculteur, uniquement pour vendre mieux leurs produits. Il n'y a qu'à voir une enseigne comme Biocop, qui fait des campagnes régulièrement en disant l'agriculture conventionnelle, c'est de la merde, donc achetez du bio. Ouais. Moi, la communication, je ne la vois pas comme ça. Je ne la vois pas en termes de dénigrement, notamment quand on est sur du produit bio qui a énormément d'aménités en tant que tel, sans avoir à dénigrer les autres. Et les gens qui communiquent de cette manière-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, je le dis plus facilement parce qu'avant, je livrais à Biocop, et là, j'ai arrêté, je vais en direct dans un magasin de producteurs. C'est plus facile aujourd'hui qu'hier. Magali Sartre, 2 questions pour finir. La première qui est celle de dire, est-ce que tout le monde
va pouvoir s'offrir cette montée en gamme, parce qu'il y a vraiment la question du pouvoir d'achat du consommateur. Sur les produits basiques, Serge Papin disait que ça jouait au centime près, donc c'était jouable, mais est-ce que sur la montée en gamme, c'est accessible au plus grand nombre? Et de deux, il y avait une question quand même sur les contrats pluriannuels que vous passez avec vos fournisseurs de lait. Est-ce que là aussi, ils sont à des prix qui payent justement cette montée en gamme? Alors sur la première question sur la montée en gamme, est-ce que ça va être accessible pour tous? Alors évidemment, je n'ai pas toutes les réponses à tout, puisque c'est des choses qui sont aussi nouvelles, hein, qu'on expérimente nous, que nos éleveurs expérimentent avec nous, etc. Donc tout ça est assez nouveau, je n'ai pas toutes les réponses. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il va falloir inventer des nouveaux modèles économiques, qu'on ne pourra pas rester dans le modèle un peu capitaliste, libéral, basé sur la recherche de profit à court terme. Donc je crois que tout ça, c'est un peu le passé. On sent qu'il y a un futur qu'il faut créer. Et donc voilà, on passe du temps à réfléchir à tout ça, essayer de créer tout ça. Je ne pense pas qu'on trouvera les solutions immédiatement pour s'assurer que la montée en gamme touchera tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'il faut qu'on vise et qu'on co-construit ça tous ensemble. Il n'y a pas un maillon de la chaîne, je pense qu'il y a la bonne réponse par rapport à ça. Quelle était la deuxième question? C'est sur les contrats que vous passez avec les éleveurs qui vous fournissent en lait. Est-ce que finalement, le prix que vous payez est suffisamment rémunérateur pour pouvoir cofinancer ou financer cette montée en gamme? Alors, comme je le disais, sur la charte que nous avons conclue avec notre organisation de producteurs, c'est eux qui sont venus à nous avec une proposition. Donc, ce n'est pas nous qui avons imposé un prix, ce n'est pas nous qui avons imposé le contenu de la charte, etc. Et je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est qu'à un moment donné, les deux parties étaient mûres, si je puis dire. C'est-à-dire le groupe Bell avait assez évolué pour aller vers ce type de démarche, et eux aussi. Donc aujourd'hui, on est à 350 € des millilitres garantis sur l'année 2018, avec, comme je vous disais, des primes sur d'autres engagements qui ont été pris, qui ont été proposés par notre OP. Donc on a une garantie de base sur l'année, là où on a encore beaucoup de concurrents qui négocient au mois le mois, en suivant les fluctuations au niveau mondial du prix du lait. Donc nous, on a voulu sortir de ce système-là pour donner de la visibilité, de la lisibilité économique à nos éleveurs. Et c'est eux, en fait, qui sont venus avec des propositions, et pas l'inverse. Merci Magali Sartre et Étienne Gagneron, qu'on peut applaudir sur cette table ronde sur la montée en gamme. Merci madame et merci monsieur.